sujet, on va dire. Donc là, on va parler un petit peu des troubles nutritionnels en cancérologie, comment on peut les prévenir et comment on peut les prendre en charge lorsqu'ils apparaissent. Donc le cancer, je vous apprends rien, c'est une maladie qui crée une situation de stress, d'agression pour l'organisme. Et en réponse à cette agression, il y a ce qu'on appelle un hypercatabolisme, c'est-à-dire que l'organisme va consommer plus d'énergie, va puiser dans les réserves pour trouver de l'énergie. En parallèle, on remarque qu'il y a souvent une diminution des apports alimentaires parce qu'il peut y avoir de la fatigue liée à la maladie, parce qu'il peut y avoir aussi des fois de l'anxiété ou de la dépression au moment de l'annonce du diagnostic. Et puis au cours de la prise en charge, avec les traitements, la chimiothérapie par exemple, on peut avoir une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Avec la radiothérapie aussi, des fois quand c'est au niveau de la gorge, on peut avoir ce qu'on appelle de la mucite, c'est-à-dire les muqueuses qui vont être inflammées et on va avoir beaucoup de mal à s'alimenter. Et donc on a une balance qui va se déséquilibrer entre des dépenses qui sont plus importantes et des apports alimentaires qui sont parfois insuffisants. Et tout ça va mener à une perte de poids et notamment à une perte de masse musculaire, ce qu'on appelle la dénutrition. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir à tout prix éviter quand on prend en charge un patient en cancérologie. Pourquoi on veut l'éviter ? Parce qu'en fait, quand on est dénutri, on est fatigué. D'accord ? Quand on perd du poids, on est fatigué. On n'a pas besoin de ça quand on est en train de se battre contre un cancer. Et puis, on sait que les patients qui sont dénutris résistent un petit peu moins bien aux traitements. Les traitements de chimiothérapie, notamment, c'est quand même des traitements assez agressifs. Et parfois, on est obligé de diminuer les doses ou alors d'espacer les séances parce que les patients sont trop affaiblis. Et on sait aussi que globalement, l'organisme va avoir moins de force et va moins bien se défendre contre la maladie. Donc ça va être notre objectif de dépister, de prévenir et de prendre en charge cette dénutrition. Rapidement, donc la Haute Autorité de Santé, pour savoir de quoi on parle, a fait une définition de la dénutrition chez l'adulte. En gros, il faut avoir ce qu'on appelle un critère phénotypique, c'est-à-dire globalement, pour faire simple, une perte de poids qui est avérée. On dit plus de 5% de son poids en un mois ou plus de 10% de son poids en 6 mois ou par rapport à son poids habituel, ou alors un indice de masse corporelle qui est en dessous de 18,5. L'indice de masse corporelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un rapport qu'on fait entre le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Et ça c'est aujourd'hui comme ça qu'on définit un poids entre guillemets normal, entre 18,5 et 25, un surpoids entre 25 et 30 et une obésité quand on est au-delà de 30. Et quand on est en dessous de 18,5, c'est de la maigreur et c'est aussi un état à prendre en charge. Et on va associer un de ces critères à un critère étiologique, c'est-à-dire à une cause à cette perte de poids, qui peut être soit une diminution des apports alimentaires, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être une situation d'anorexie, un patient qui veut plus s'alimenter, ou alors une baisse des apports alimentaires parce que vraiment physiquement le patient ne peut plus manger. Ça peut être aussi une malabsorption, c'est-à-dire que le patient mange normalement, mais son système digestif n'est plus fonctionnel et n'absorbe plus les nutriments. Et puis, ça peut être une situation d'hypercatabolisme comme le cancer où l'organisme dépense énormément d'énergie. On définit aussi la dénutrition sévère. Globalement, c'est sévère quand on perd plus de poids, 10% en un mois, 15% en 6 mois, ou quand l'indice de masse corporelle est en dessous de 17 kg par mètre carré. Donc ça, c'est une évaluation qu'on fait en consultation, soit le médecin, soit le diététicien. Alors, que faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter tout ça ? La première chose, comme toujours, c'est d'informer. On va essayer d'informer les patients très tôt au moment du diagnostic. On va, nous, le dépister, le rechercher, et les cancérologues aussi vont le rechercher à chaque consultation. Ils vont toujours peser le patient, vérifier le poids par rapport à la fois d'avant. Et puis, on va essayer de faire de la prévention. On va aussi beaucoup travailler sur éviter la restriction alimentaire et les régimes. Ce n'est pas le moment, quand on a un diagnostic de cancer, de débuter un régime. Et nous, tous les jours, on voit des patients qui ont des diagnostics de cancer, qui étaient en situation d'obésité, qui ont commencé à perdre du poids, qui finalement se sont dit « bon, allez, tant mieux, entre guillemets, au moins je perds du poids, c'est déjà ça ». Mais en fait, non, ce n'est pas du tout ce qu'on va vouloir. On va vouloir absolument freiner cette perte de poids et éviter toutes les restrictions. Et puis nous, on va essayer d'agir tôt. On va agir tôt grâce à nos diététiciens qui vont pouvoir donner des conseils diététiques très spécifiques. On peut aussi proposer aux patients qui n'arrivent plus à manger comme avant de fractionner leur alimentation, c'est-à-dire que, par exemple, on garde le dessert et puis on le mange vers 16 heures. Ça permet de conserver l'apport sur une journée, mais en décalant un petit peu.
On peut aussi, on va le revoir en détail, enrichir son alimentation, c'est-à-dire pas forcément augmenter les quantités, mais augmenter en tout cas l'apport calorique. Et puis parfois, on a besoin de prescrire des compléments nutritionnels oraux ou une alimentation artificielle, on va le voir en détail. La chose sur laquelle on essaye aussi de travailler, c'est lutter contre les idées reçues. Et notamment, il y a une idée qui est un peu la vie dure en ce moment, c'est le jeûne et le cancer. L'idée, c'est quoi à la base? C'est de se dire que si on affame le cancer, les cellules cancéreuses, bah, ça va éviter qu'elles se reproduisent. Le problème des cellules cancéreuses, c'est que c'est des cellules qui sont super fortes. Elles sont plus fortes que les autres cellules de l'organisme. Et donc, en fait, on ne va pas tellement les affaiblir, peut-être un peu, mais on va beaucoup plus affaiblir le reste de l'organisme, plus que les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il n'y a aucune étude qui a montré que de jeûner, que ce soit un jeûne calorique, un jeûne en glucides, en sucre, ou quel que soit le régime restrictif, va améliorer le pronostic ou améliorer la tolérance des traitements. Il y a encore des études en cours, donc ça va peut-être bouger. Notamment, il y a une étude sur le cancer du rein où on essaye de voir si un jeûne associé à l'immunothérapie, un traitement particulier du cancer du rein, peut améliorer le pronostic. Mais aujourd'hui, tout ce qui est sorti, c'est zéro. Donc, en plus, on risque d'aggraver la perte de poids, de conduire le patient à une dénutrition, et c'est tout ce qu'on veut éviter, je vous l'ai dit au début. Donc nous, on va vraiment rechercher ça et puis essayer d'expliquer aux patients qu'on sait pas le moment de faire un régime restrictif, quel qu'il soit. Il y a un autre régime à la mode, peut-être vous en avez entendu parler, c'est le régime cétogène. C'est un régime très particulier puisqu'on mange quasiment plus de glucides, hein, c'est moins de 5% de ses apports sur la journée et on les remplace par des lipides, donc des graisses, qui vont constituer la majeure partie des apports. C'est un régime qui est efficace dans une population très particulière, dans certains types d'épilepsie, ça a montré de l'efficacité, mais pour l'instant, c'est tout. D'accord? Donc, hors cette indication, il ne faut pas le faire. C'est un régime en plus très, très carencé. D'accord? Il y a un risque de carence extrêmement important. Socialement, c'est très difficile. Et aujourd'hui, ça n'a montré aucune efficacité dans autre chose que l'épilepsie. Alors ensuite, on a un travail à faire sur l'enrichissement de l'alimentation. Les patients qui sont en train d'être pris en charge par un cancer, ils ont rarement un appétit dévorant. Ça arrive, hein, mais souvent l'appétit est quand même diminué. Donc on ne va pas chercher à augmenter les quantités. On sait qu'on a besoin qu'ils aient plus d'apports, qu'ils aient plus d'énergie, mais on va plutôt du coup essayer d'enrichir leur alimentation. Comment on peut faire? Très simplement, on peut rajouter par exemple de la crème fraîche, du beurre, du fromage râpé dans la préparation. Ça va permettre d'augmenter l'apport calorique. Dans les desserts, on peut rajouter aussi une cuillère de crème de marron, de crème chocolatée, de miel. Alors ça dépend de ce qu'on aime, hein, mais il y a moyen en tout cas. Le jaune d'œuf aussi, c'est assez intéressant dans une purée, dans des pâtes, quelque chose comme ça. Ça augmente un peu la consistance et ça amène des protéines. On va travailler aussi avec le patient sur son assiette. Donc, vous savez, une assiette équilibrée, classiquement, on dit c'est la moitié en légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et là, on va lui dire de commencer par manger les protéines et les féculents, ce qui va lui apporter vraiment des protéines, des calories. Et puis, dans l'idéal, effectivement, il faut manger les légumes aussi, ça apporte des vitamines, c'est très bien pour l'équilibre alimentaire. Mais sur une courte période, si vraiment c'est ça qui est laissé de côté, c'est pas grave. Okay, il faut amener en premier ce qui amène de l'énergie. Et en particulier en France, c'est vrai que quand on fait entrée, plat, dessert, souvent l'entrée, c'est des petites crudités. Ça, on essaye de dire, non, qu'on va le passer à la fin du repas. S'il reste de la place, on mangera les crudités, mais on commence par le plat principal. Il y a des petits galets aussi d'enrichissement qui existent, qui sont super intéressants. C'est des galets surgelés. Et en fait, quand vous en décongelez 3, ça vous crée une petite sauce qui peut être à un goût complètement neutre ou un goût fromage, champignon. Ça existe aussi en version dessert crème anglaise. Et ça, vous le mettez sur la préparation et ça va apporter des protéines, à peu près 10 grammes. Alors, pour vous donner une idée, 10 grammes, c'est un petit steak haché. C'est voilà, entre un demi et un steak normal, on va dire. Donc ça reste assez intéressant. On peut aussi prescrire des compléments nutritionnels oraux. Alors les pauvres, les compléments nutritionnels oraux, ils n'ont pas la cote. À chaque fois qu'on en propose, c'est non, c'est pas bon. J'ai déjà vu ça chez mes grands-parents, c'est écœurant, ça coupe l'appétit, etc. En fait, c'est pas vrai. La gamme, elle s'est
énormément diversifié. Il y a eu beaucoup de travail de fait par les spécialistes en compléments nutritionnels oraux. Je vous en ai mis quelques-uns. Donc, effectivement, on a des produits à base de lait. Ça peut être des petits yaourts à boire qui existent à différents goûts. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de goûts qui existent, hein, les goûts classiques, chocolat, vanille, fraise, café, etc. Mais il y en a aussi exotiques, des choses un petit peu plus fraîches, on va dire. Ça existe aussi sous forme de crème dessert, comme un peu les danettes, on disait tout à l'heure, ou sous forme de riz au lait ou de yaourt, sauf qu'on va avoir beaucoup plus de protéines dans ces préparations-là. On en a aussi à base de fruits pour les patients justement qui sont écœurés, hein. Il y a pas mal de patients qui sont écœurés par le lait, mais il y en a qui existent à base de fruits, notamment des petits juices qu'on appelle, c'est comme des jus en fait, qu'on peut diluer. Par exemple, il y a des patients qui aiment bien les diluer dans de l'eau gazeuse, ça fait comme un soda, puis ils vont le boire tout au long de la journée. C'est plus facile que de boire la petite bouteille d'un coup. Et on peut aussi les mettre au congélateur l'été et en faire des petits sorbets. Ça aussi, ça passe bien quand on est écœuré, voilà, de manger quelque chose de frais. Ça existe sous forme de petites compotes aussi. Ça, c'est mes préférés, moi. Parce que du coup, on les goûte tous. Donc ça, c'est les petits gâteaux sous forme de galettes, sous forme de madeleine, sous forme de petits pains au lait aussi qu'on peut mettre au petit déjeuner. Les madeleines, ça passe très bien à 4 heures avec un thé. On peut les ramollir un peu dans un thé ou des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus intéressant que 2 madeleines du commerce, en fait. Ça va être beaucoup plus riche en protéines, en calories. Il existe aussi des soupes. Bon, ça, faut tester. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et puis, il existe des poudres de protéines. Alors ça, l'avantage des poudres de protéines, c'est que ça a un goût complètement neutre, quasiment neutre, je vais dire, parce qu'il y a des patients qui nous disent qu'il y a un petit goût quand même. Et ça modifie pas la texture. Et puis, ça existe sous forme de petits sticks. On met un stick dans un yaourt ou un stick dans la préparation qu'on est en train de faire, une sauce, par exemple une sauce bolognaise ou peu importe. Et ça va apporter à chaque fois 10 grammes de protéines. Donc, si on en met un le midi, un le soir, c'est comme si on mangeait un steak. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'augmente pas du tout les quantités. Tout ça existe en version aussi pour diabétiques. Il y a des versions aussi pour quand il y a des troubles digestifs, etc. Donc, il n'y a pas forcément autant de choix, mais on s'adapte aussi aux problématiques autres des patients. Et globalement, un complément nutritionnel, c'est entre 200 et 300 calories. Ça dépend ce qu'on choisit dans la gamme. Et entre 10 et 20 grammes de protéines. Voilà. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Et on fait passer des fois à la maison des spécialistes qui vont faire goûter aux patients tout ce qui existe pour leur faire choisir celui qui leur plaît. On peut faire des roulements aussi. On peut, quand ils sont écœurés, passer de l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème. Alors parfois, on a besoin de prescrire une alimentation artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation artificielle? C'est un complément qui va venir en plus de ce que le patient fait déjà. Donc ça ne va pas venir remplacer son alimentation. On va lui dire de continuer de manger ce qu'il peut manger. Mais quand la dénutrition est trop sévère ou que les apports sont vraiment extrêmement faibles, le patient n'arrive plus du tout à s'alimenter. Des fois, il a besoin de ce petit coup de pouce. Cette alimentation, elle va se présenter sous forme d'une poche liquide, en fait, dans laquelle il y aura les nutriments, il y aura des protéines, il y aura des vitamines, des ions, tout ce dont le patient a besoin. Et on va l'administrer soit via le système digestif, en posant ce qu'on appelle une sonde gastrique. Donc, c'est une petite sonde qu'on passe par le nez et qui va aller jusque dans l'estomac. Et on va brancher la perfusion à cette sonde. Donc, ce n'est pas le meilleur moment, la pose de la sonde, on est d'accord, mais une fois qu'elle est en place, elle est en place et ça nous rend bien service. On va toujours privilégier cette voie parce qu'il faut au maximum continuer à faire fonctionner le tube digestif. Quand vraiment, ce n'est pas possible, que le patient ne tolère pas la sonde gastrique ou qu'au contraire, médicalement, on a besoin de mettre au repos le tube digestif parce que justement, il y a un cancer intestinal ou il y a un souci au niveau du tube digestif, on peut passer par voie veineuse. Alors ça, c'est vrai que quand on propose les deux voies au patient, il va toujours nous dire « moi, je veux la perfusion par la veine ». En fait, il faut modérer un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on perfuse quelque chose, il y a un risque infectieux qui n'est pas nul. D'accord ? Donc même si on prend beaucoup de précautions, au plus on peut privilégier la voie entérale, au mieux c'est. C'est des perfusions qu'on va passer la nuit parce qu'on les passe sur plusieurs heures, 10 à 14 heures. Pardon. Donc si on fait ça sur la journée, ça veut dire qu'on reste à la maison toute la journée. Et puis comme ça coupe un peu l'appétit, si on la passe la journée, souvent le patient n'arrive pas à manger en même temps. Donc on le laisse manger comme il peut la journée. Et puis la nuit, il y a une infirmière qui vient brancher la perfusion.
En général, on le fait sur des périodes de 2 à 4 semaines. Parfois, ça nous arrive de prolonger quand ce n'est pas suffisant. Et nous, médecins, ça nous demande un suivi, parce qu'il y a au moins une prise de sang par semaine, parfois un petit peu plus. Parfois, on peut déséquilibrer un diabète aussi en perfusant ça. Donc, ça nous demande aussi de réadapter certains traitements. Donc, il y a une surveillance nécessaire. Pour illustrer un peu tout ça, je voulais vous parler de ce qu'on faisait au Medipôle. Donc, nous, on a une unité transversale de nutrition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lit d'hospitalisation, il n'y a pas de lit pour la nutrition. Dans cette équipe, on est 2 endocrinologues, donc le docteur Papeguet et moi-même. Et on a de la chance, on a 4 bras droits, on a 4 diététiciens qui sont formidables, qui nous aident tous les jours et qui vont justement voir les patients et nous alerter quand il y a besoin de mettre en place une nutrition. Globalement, en cancérologie, on propose à tous les patients au diagnostic de cancer de faire ce qu'on appelle un hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, ça veut dire qu'ils viennent le matin, ils sortent vers 13 h, ils ne dorment pas à l'hôpital, ils viennent sur une grosse matinée, on va dire. Et ça, on le fait le plus tôt possible. Donc quand le diagnostic est posé, idéalement avant que les traitements aient commencé, mais parfois ils ont déjà eu leur première séance de chimiothérapie. On va les voir en consultation médicale individuelle, on va faire une prise de sang, on va faire une mesure de leur masse musculaire avec ce qu'on appelle un impédance-mètre. En gros, on colle des petites électrodes sur la main droite et sur le pied droit et avec un petit courant électrique, en quelques minutes, on arrive à évaluer la masse musculaire et donc à voir si déjà le patient a commencé à puiser dans ses réserves. Ils vont voir les diététiciens en consultation individuelle qui va vraiment faire le point sur ce qu'ils mangent, sur la problématique. Est-ce qu'il y a des nausées, des diarrhées? Est-ce qu'il y a des aversions alimentaires? Est-ce qu'il y a des troubles du goût, de l'odorat? Enfin, voilà, on va faire un état des lieux vraiment personnalisé. Ils voient également les moniteurs d'activité physique adaptés en consultation individuelle. Pourquoi? Parce que l'activité physique, c'est hyper important pour maintenir le muscle. Souvent, quand on a un diagnostic de cancer, on a beaucoup de rendez-vous. Je vous l'ai dit, on peut être fatigué, on peut être un peu déprimé. On n'a pas forcément envie de faire du sport. Mais nous, on va vraiment inviter les gens à essayer au maximum de maintenir leur activité physique. Pareil, en partant de ce qu'ils font. Si le patient n'a jamais fait de sport, c'est pas maintenant qu'on va lui dire de s'inscrire dans une salle de sport. Mais on va voir comment à la maison, il peut faire des petits mouvements ou des choses comme ça pour entretenir la masse musculaire. Et puis, ils verront l'infirmier aussi qui va leur présenter le parcours, où vont se dérouler les séances de chimiothérapie, comment ça se passe la première séance, pour essayer de dédramatiser un petit peu les choses. Ensuite, ils ont un atelier de groupe. Tous les patients qui sont là ce matin-là vont revoir avec les diététiciens un petit peu les compléments nutritionnels oraux. On va leur faire goûter, on va essayer justement de leur montrer ce qu'on peut être amené à leur proposer. Alors parfois, quand on les voit, ils n'ont pas perdu du tout de poids, ils mangent normalement, ils n'ont pas commencé les traitements. Mais au moins, nous, on a fait un premier contact. Ils nous connaissent, ils savent ils peuvent être amenés à nous rencontrer au cours de la prise en charge s'ils commencent à perdre du poids. Et que s'il y a besoin de mettre des compléments nutritionnels oraux, on a déjà un petit peu préparé le terrain. S'il y a besoin de mettre une alimentation artificielle aussi, ils savent que ça sera transitoire, que c'est vraiment une béquille pour passer une étape. Et parfois, ça nous arrive aussi dès ce stade-là d'avoir des patients pour qui il faut prescrire les compléments ou commencer l'alimentation dès ce jour-là. S'ils vont bien et qu'on n'a rien commencé, on continue de les suivre. Donc les diététiciens vont les voir lors de leur séance de chimiothérapie, soit spontanément, soit si le médecin leur demande de repasser. On peut, si une dénutrition s'installe, prévoir un hôpital de jour pour débuter l'alimentation. On les aide à la reprise de l'activité physique et c'est vrai que l'association Courir pour elle nous aide beaucoup parce que du coup on peut leur donner des flyers, leur expliquer aux patients comment ils peuvent prendre contact et continuer à faire un peu d'activité adaptée. Et puis comme je vous l'ai dit, on dépiste aussi les troubles du goût et de l'odorat. La chimiothérapie, c'est un traitement qui peut altérer le goût et l'odorat dans tous les sens. On peut avoir un goût très exacerbé, par exemple ressentir trop le goût sucré qui va finir par être écœurant, ou au contraire ne plus du tout avoir de goût et donc du coup l'alimentation devient beaucoup moins amusante. On peut avoir aussi des goûts bizarres. Il y a des patients qui se plaignent d'un goût ferreux, par exemple, dans la bouche, et c'est extrêmement désagréable. Ils ont l'impression de manger des pièces de monnaie, donc on s'imagine bien que voilà, ça ne donne pas envie de manger. Et dans ces cas-là, s'il y a ces troubles-là, on leur propose un atelier qui s'appelle Agora, qui est un atelier de rééducation de groupe aussi, où on les voit en consultation médicale rapidement, parce que vraiment le but, c'est qu'ils fassent du pratico-pratique. Ensuite, ils sont vus par les orthophonistes avec qui ils vont faire de la rééducation gustative, donc notamment de l'alimentation en pleine conscience. Par exemple, souvent, on utilise les raisins secs et on essaye de leur faire verbaliser en fait ce qu'ils ressentent pour essayer d'identifier la problématique.
Ils voient ensuite le diététicien pour une rééducation olfactive avec une box d'huile essentielle où on va leur faire sentir des huiles essentielles. Et pareil, on va essayer d'identifier les odeurs qui les écœurent, les odeurs qu'ils aiment bien, les odeurs qui sont trop fortes. On le fait aussi avec des petites compotes qu'on va enrichir en sucre, enrichir en acidité pour essayer de voir aussi ce qu'ils préfèrent. Et à la fin, la diététicienne, elle leur remet un livret conseil qui est adapté en fonction des troubles qu'elle a identifiés, avec en plus un livret recette à la fin de recettes adaptées au trouble qui a été identifié. Et puis, ils voient les infirmiers aussi pour parler de l'hygiène dentaire, des soins bucco-dentaires, parce que ça aussi, des fois, ça peut créer des mauvais goûts quand on a une carie qui n'est pas traitée, ou aussi des fois quand on a la bouche très sèche. Hein, c'est difficile de manger quand on a la bouche sèche, donc on peut aussi donner des conseils d'hydratation, de soins de bouche pour améliorer tout ça. Donc en conclusion, la prévention, c'est capital, l'information. L'action, évidemment, d'agir le plus tôt possible avec tout ce qu'on a à notre disposition, en commençant par des choses simples, l'enrichissement, le fractionnement, les conseils. Et puis, si on a besoin de prescrire des compléments nutritionnels oraux, je ne vous l'ai pas dit, mais les compléments nutritionnels, c'est sur prescription médicale, ça se récupère en pharmacie, ou de nutrition artificielle, des fois pendant un temps vraiment particulier. La prise en charge, elle doit être précoce. Plus on intervient tôt, hein, des fois, on nous appelle quand les patients ont perdu 15 kilos, c'est un petit peu dommage. Nous, on essaye vraiment de faire passer le message. Maintenant, ça y est, c'est bien ancré, de nous appeler dès que le patient commence à perdre du poids. On essaye de faire une prise en charge qui est personnalisée. On l'a dit déjà tout à l'heure, on part vraiment du problème du patient. On s'adapte à ses goûts, on s'adapte à ses problématiques. Et puis, on travaille en équipe. Hein. On n'est pas un médecin tout seul. On a besoin de nos diététiciens, des orthophonistes, des moniteurs d'activité physique, des infirmiers. Parfois, on a besoin de faire appel au psychologue, à l'assistante sociale quand il y a des difficultés financières, justement, pour bien manger. Et ça, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui est chouette aussi dans la prise en charge. Le patient, bien sûr, au centre de cette prise en charge multidisciplinaire parce que voilà, on se met toujours d'accord avec lui, on ne va jamais le forcer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Erika Cornu. Est-ce que vous avez quelques questions à lui poser ? Oui, merci. Vous êtes en contact avec des patients en situation, si je pourrais dire, en survie. Que vous ont-ils appris ces patients? Avez-vous été enrichi à leur contact? Qu'avez-vous appris sur le terrain? Honnêtement, on fait un métier où on apprend, enfin on est un métier dans l'humain, donc toutes nos consultations, oui, on apprend beaucoup de choses. Les patients, moi c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on échange, on apprend, c'est des modèles, hein, les patients qui sont en prise en charge de cancérologie, la force qu'ils peuvent avoir. Je vous l'ai pas dit, mais ces patients qu'on voit en pré-thérapeutique, on les revoit toujours à 1 an pour refaire le point et c'est aussi très sympa de les voir 1 an plus tard et justement qu'ils puissent nous partager leur parcours, comment ça s'est passé pour eux, de voir la force de détermination avec laquelle ils se sont battus. Donc oui, bien sûr, on apprend beaucoup. Merci. Bonjour, moi j'avais une question sur les troubles à l'inverse aussi, parce que j'ai accompagné des gens qui étaient suivis en cancéro, mais qui avaient pris énormément de poids en très peu de temps. C'était des souffrances vraiment insupportables pour eux parce qu'ils mangeaient rien. Ils se retrouvaient à prendre 30, 40 kilos dans le cadre de parcours de soins, chimio, rayons et tout ça. Et le retour des équipes soignantes, c'était « mais soyez contents parce qu'en fait c'est un bon signe de prendre du poids ». Alors que les gens étaient vraiment dans une souffrance pas possible parce qu'en fait, ils mangeaient rien. Ils avaient ces goûts dont vous parliez dans la bouche, ces pertes d'odorat, c'est tout ça. Ils mangeaient rien et ils grossissaient. Et finalement, maintenant, avec le recul, moi, ces gens-là, maintenant, ils sont plus là. Donc, c'était pas forcément des bons signes. Et je trouve qu'il y a eu vraiment des gros manques de prise en charge du coup. Alors, c'est vrai, donc la plupart des traitements font quand même perdre du poids. Ça, c'est une certitude. On est beaucoup plus confronté à la dénutrition qu'à la prise de poids pendant les traitements, mais ça arrive, notamment, je pense à l'hormonothérapie dans le cancer du sein. Donc, nous, les femmes, on les voit au début quand elles sont en chimiothérapie, etc. Et puis, on les revoit aussi justement à 1 an et elles sont sous hormonothérapie. Et des fois, il y a des prises de poids qui sont importantes.
Donc, en tout cas, nous, on a un programme de rééducation spécial qui s'appelle Practice pour les femmes qui ont un cancer du sein pour augmenter l'activité physique. Et on a une diététicienne qui est vraiment spécialisée dans la prise en charge de la prise de poids sous hormonothérapie, parce que ça arrive et parce que effectivement, c'est des patientes qui sont en souffrance, qui ont eu déjà, par exemple, l'ablation d'un sein. Donc, il faut déjà apprendre à se reconstruire, etc. Si en plus elles prennent du poids, ça peut vraiment être difficile d'avoir cette modification de son schéma corporel, en fait. Et donc là, on va bien sûr les aider, les suivre, voir comment on peut améliorer les choses. Mais c'est vrai que parfois, le traitement en lui-même peut faire prendre du poids, ça c'est vrai. Moi, je reviens sur un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'était les aidants. Donc moi, j'ai été l'aidante de ma maman qui a eu un cancer des intestins. Et donc, je suis arrivée avec de l'homéopathie parce qu'elle avait des aftes et elle ne pouvait plus manger. Donc, c'était difficile, c'est compliqué l'homéopathie, il y avait plein de petites doses, tout ça. Et je sais pas, elle n'a pas forcément adhéré parce qu'elle avait plus de 70 ans et c'était difficile pour elle de toute façon de vivre tout ça, c'était horrible. Et par rapport à ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur justement l'homéopathie et tout ce qui est un peu alternatif par rapport à... Et moi, par contre, j'ai vraiment fait un blocage sur les produits additifs. Pour moi, c'était vraiment du poison que je lui donnais. Donc, j'ai suivi les recommandations, je n'ai rien dit, bien sûr, et je lui ai rien dit. Mais pour moi, c'était difficile de lui apporter ces espèces de bidons. Et voilà, donc pour revenir aux aidants, justement, il faut qu'ils adhèrent au projet du médecin. Et voir, vous, de quelle manière vous voyez les choses. Alors, il y a un peu deux questions donc, nous, les aidants, ils sont très souvent présents le jour de l'hôpital de jour pré-thérapeutique et on les fait participer à la consultation, voire même ils sont à l'atelier de groupe, ils goûtent aussi les compléments nutritionnels. Enfin, ils ne sont pas du tout mis de côté, loin de là. Et quand on met des compléments nutritionnels oraux, la plupart des patients, on les fait rentrer à la maison sans ordonnance et on fait démarcher une entreprise avec laquelle on travaille, médicale, qui va leur faire goûter et qui nous fait un retour après en nous disant ça y est, on lui a tout fait goûter, il y a ça et ça qu'il aime bien. Et en fait, le fait de le faire à la maison, ça permet aussi que les dents soient présents, que les dents participent, qu'il aide au choix en disant ah tu sais, t'as choisi ça, mais en fait, rappelle-toi, le chocolat, tu dis que t'aimes ça, mais en fait, pas tant que ça fait 2-3 fois que tu me dis que ça t'écoeure. Donc, des fois, ils aident aussi à redresser un petit peu le choix, etc. Donc, ça, c'était pour la première question. Pour l'homéopathie, aujourd'hui, si on s'en croit les études scientifiques médicales, il n'y a pas d'impact bénéfique. Après, c'est médecin dépendant. Pour moi, tout ce qui peut aider les patients, tant que ça ne remplace pas le soin qui est prescrit, pour moi, il faut y aller. Si l'homéopathie, ça peut aider, si l'hypnose, ça peut aider, si un suivi psychologique, ça peut aider, si la relaxation, ça peut aider, il n'y a aucun problème. Quand ça se substitue complètement au traitement, là, ça pose plus de questions parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données robustes pour dire que ça va soigner. Ouais. D'autres questions? Juste un point, cette prise en charge, elle est gratuite ou il y a un prix Oui, nous, c'est un hôpital mutualiste, donc il n'y a aucun Voilà, dépassement. c'est important de le souligner quand même, parce qu'effectivement, c'est ouvert à tous, y Tous les compris les patients qui personnes en sont pris situation en de précarité. Voilà. Tous les patients qui sont pris en Voilà. charge. En gros, on voit à cet hôpital de jour, donc c'est une demi-journée, on va dire 3 semaines par mois. On voit à peu près 180 patients par an. Et après, on a 1000 consultations diététiques, dénutrition, oncologiques qui sont faites par an à peu près. Donc, c'est une grosse activité de l'unité de nutrition. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Moi, j'avais une question, c'était savoir la différence entre les CNO et les protéines qu'on peut trouver dans le commerce. En fait, un complément nutritionnel oral, c'est pas que des protéines. Donc, c'est pas équivalent, mais c'est des produits qu'on va fabriquer pour enrichir en protéines et ressembler à un produit initial. Par exemple, si on prend l'idée du yaourt à boire, si on compare un yaourt à boire du commerce et un yaourt à boire complément nutritionnel oral qui est un médicament, il va être plus riche en protéines, plus riche en calories, souvent un petit peu plus riche en sucre aussi, c'est vrai, qu'un produit du commerce. Donc, c'est pas que des protéines, il y a plein d'autres choses dedans et c'est enrichi par rapport à un produit du commerce. C'est pas les mêmes fabricants, c'est pas fait par des industriels, c'est fait par des pharmaceutiques.
Une dernière question. C'est tout bon? Tout est clair? Bon, encore des précisions? Tout est clair? Ben écoutez, un grand merci pour cette présentation de votre service, Dr Eric Karakorny.